Bienvenue dans ce cours de langage C, 9e partie. Alors, nous allons revenir sur les fonctions dans ce cours, notamment revenir sur des choses que nous n'avions pas vues jusqu'à présent, c'est-à-dire des fonctions sur des caractères. Nous allons revenir aussi sur des fonctions utilisant des nombres. Mais avant de commencer, nous allons voir la notion de programmation graphique. Alors pourquoi passer sur de la programmation graphique? Tout simplement parce que la programmation graphique est bourrée de fonctions, et donc ça va nous permettre de rentrer un peu plus dans le pourquoi et l'intérêt des fonctions. Alors nous avons jusqu'à présent programmé sur la console, mais il est possible en C de programmer des applications graphiques, et notamment des applications de jeu, deux bibliothèques principalement, la bibliothèque SDL et la bibliothèque SFML. Alors la bibliothèque SFML c'est du C++, mais qui a été portée en C avec le C SFML, donc Simple and Fast Multimedia Library pour le C. Alors si on regarde le programme main, en tout cas le début du programme, on peut voir dans les deux bibliothèques qu'il faut au préalable inclure toutes les définitions des fonctions, soit de la SDL, soit de la SFML. On retrouve aussi la notion de pointeur, qu'on verra un peu plus tard, et puis les fonctions en elles-mêmes, pour la SDL, qui permettent de créer la fenêtre, que ce soit la fenêtre en SDL ou la fenêtre en SFML. Alors pour la programmation graphique, on va utiliser le CSFML, mais on pourrait de la même façon utiliser la programmation SDL, c'est les mêmes principes. La programmation graphique se fait en deux parties. La première partie, c'est la récupération des événements clavier, souris ou joystick. Ces événements, ça peut être l'appui ou le relâchement d'une touche, pareil pour la souris et pour le joystick. Alors, une fois que les événements ont été traités, on passe à la partie affichage de la fenêtre. Donc cet affichage se fait directement sur le GPU, avec deux plans mémoire, un plan mémoire caché et le plan mémoire actuellement affiché. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer la prochaine image, c'est ce que l'on fait ici, donc on va d'abord effacer la fenêtre, puis placer le rond rouge à un autre endroit, puisqu'on suppose qu'on a appuyé sur la souris, et donc on a récupéré une nouvelle position, et on va déplacer ce point rouge. Et puis ensuite, on switch, c'est-à-dire que l'image qu'on avait préparée devient l'image courante, l'image à afficher. On va attendre ensuite 20 millisecondes, et puis on reviendra ensuite à retraiter les messages, puis à recréer la nouvelle image qui sera ensuite switchée au travers de la carte graphique. Bien, on va aller directement récupérer le projet dans son ensemble sur GitHub, chez le Salva. Voilà, on n'a plus qu'à ouvrir le projet. Alors on a trois exemples, on va tester le premier exemple. Voilà, donc c'est une fenêtre qui est directement ouverte, qu'on peut bouger. Alors cette fenêtre, on peut la modifier, on peut par exemple mettre ici 500. Il faut changer le titre. Voilà, donc la taille, c'est 500 pixels sur 280. Alors la console, elle va juste nous permettre d'afficher des choses. On va tester un truc, on va mettre si on va taper sur une touche. Alors on va regarder ce qu'il y a dans le code. C'est de type SFKeycode. Voilà, ça s'appelle, alors si on tape sur par exemple A, donc ici c'est SFKA. On va faire un printf. A. Voilà. Alors là, donc on est dans la boucle des messages, donc deux types de messages, soit j'appuie sur fermeture, soit j'appuie sur escape et la fenêtre se ferme, soit j'appuie sur la touche A, et dans ce cas-là, j'affiche A. Je vais rajouter stdio.h. Voilà, j'appuie sur A, et je vois que A apparaît de l'autre côté. Donc ça fonctionne. Alors, on a deux types de programmes, le programme en mode debug et le programme en mode release. Alors, le programme en mode release ne propose que la fenêtre, c'est-à-dire on n'a pas le debug, c'est-à-dire que si j'appuie sur A, il ne se passe rien. Le programme debug est là pour rajouter de l'information, avoir un programme un peu plus lourd. Et le programme release, c'est le programme à fournir directement. Alors, si on regarde dans téléchargement, on peut voir que j'ai le main, ici, qui est directement exécutable. Alors, ce main directement exécutable ne peut être exécutable que si
je rajoute voilà, je vois que j'ai mon programme directement à jour avec les DLL, c'est-à-dire avec toutes les bibliothèques CSFML. Alors, si je rajoute aussi là-dedans, voilà, je retrouve mon programme, et cette fois-ci avec la console. Alors on va passer maintenant au deuxième exemple. Donc, je mets en commentaire le premier, je vais regarder ce deuxième programme, donc j'enlève les commentaires. On peut le tester déjà. Alors on est en mode release, donc on n'a pas la console. Je vois que mon point rouge se déplace, et j'ai aussi, avec les touches flèche haut, flèche bas, la possibilité de déplacer mon point rouge. Voilà, si j'appuie sur Escape, on a vu que on sort de la fenêtre. Alors, comment est architecturé ce programme? La première chose à faire, c'est de créer un cercle, un rond, de mettre ce rond en rouge. Alors, on peut voir qu'on a plusieurs couleurs, hein. Si je fais CTRL-Tab, je vois que j'ai le bleu, le black. Je peux même créer des couleurs en mode RGB, donc rouge, vert, bleu. On peut mettre green, par exemple. On peut changer le rayon. Si je mets 50, il sera plus gros. La taille de la fenêtre, on peut aussi la changer. Je vais mettre 480. Alors, on retrouve la boucle des messages, on retrouve des événements liés à la fermeture de la fenêtre. Le nouveau message Mouse Button Press, dans lequel on vient récupérer la position de la souris, et puis les messages utilisant les flèches, donc SFK up, down, left et right, qui permettent de déplacer la position en Y et en X. Alors attention, l'axe Y est en descendant. Si je veux monter, il faut que je fasse position Y égale position Y moins DY. DY étant le pas de monter ou de descendre. Voilà, une fois que la boucle de message a été gérée et qu'on a mis à jour la position du rond, on n'a plus qu'à modifier cette fameuse position, donc de notre forme rond, cette position, donc c'est la fonction de modification de la position. Ensuite, il faut effacer la fenêtre, ajouter ce que l'on veut sur cette fenêtre, et switcher la fenêtre qui était en mode shadow, donc en mode qui n'était pas affiché, et la rendre affichable, puis attendre 20 millisecondes pour recommencer à lire la boucle des messages, puisqu'on est toujours dans la boucle infinie. Tant que la fenêtre n'est pas fermée, on relit les messages, on prépare l'image, et on l'affiche, et on recommence toutes les 20 millisecondes. On peut tester. Voilà, on voit que c'est un cercle vert, et on voit qu'on peut, avec le clavier, modifier aussi. Alors, cette vitesse de déplacement, on peut la modifier directement en modifiant ici les dx et dy, qui sont des variables de type int. Alors, on va modifier ce programme, on va rajouter un carré. Alors, on va créer un rectangle shape, donc on crée un pointeur qu'on va appeler rectangle. On verra la notion de pointeur. Pour l'instant, il faut, pour créer un pointeur, c'est une étoile avec le type de variable que l'on veut créer. On va ensuite créer, comme on avait créé un rond, on va créer la forme donc, qui s'appelle SF rectangle shape create. Une fois qu'on a créé la variable rectangle, on va la définir rectangle shape, alors CTRL tab hein, pour voilà, underscore. Alors ces fonctions, on commence toujours par SF, ensuite ce qu'on veut, donc c'est rectangle shape, et ensuite c'est du set. Alors on va lui mettre set size. Alors size de quoi? De rectangle. Et alors là, c'est un cast, on est obligé de mettre un vector 2f. Alors c'est une structure de données, on verra un peu plus tard ce que c'est qu'une structure de données, mais une structure de données c'est une donnée intégrant plusieurs variables. Ici, par exemple, on va lui mettre 20,20, c'est un carré de 20 sur 20. On va, si l'on veut que ça fonctionne, on est aussi obligé de lui faire un set fill color. Alors, fill color de quoi? Toujours de rectangle, puisqu'on est en train de travailler sur la variable rectangle. Et là, on va lui mettre, cette fois-ci, red. Alors, est-ce qu'on a fini? On va quand même lui mettre SF rectangle pour lui mettre la position. De quoi? De rectangle. Et on va la mettre au milieu. Donc, on va lui mettre 100. Bon, pour l'instant, on va mettre 100 et 100. Ah oui, alors c'est du SF vector, donc on est obligé de reprendre la même partie. Donc, c'est-à-dire, on va lui mettre ici 100 et 100. Voilà, on a créé notre variable rectangle, il faut l'afficher. Alors pour l'instant, on ne va pas jouer avec les événements, on va juste l'afficher ici. Donc une fois qu'on a effacé, qu'on a une fenêtre vide, on va rajouter un SF, render, alors window,
rectangle shape. Donc, dans la fenêtre window, c'est un rectangle, et on n'a rien à mettre à la suite. Alors, on peut vérifier. On voit qu'on a notre rectangle rouge. Alors, le problème du rectangle rouge, c'est que pour l'instant, on ne peut pas le bouger. On voit que, comme c'est créé juste après, il est au-dessus du rond, parce que dans les formes que je viens afficher, j'ai d'abord le cercle, puis le rectangle. Si j'avais mis à l'envers, je vois que si je déplace, alors là je le fais avec la fenêtre, si je le déplace, je passe dessus, je ne le vois plus. Et on passe au troisième programme. Alors que fait ce troisième programme? Alors on a un rond, je vais cliquer une fois. Donc à chaque fois que je clique, soit j'affiche clic, soit j'affiche le rond. Si j'appuie sur A, une fois c'est A, deux fois c'est le rond. Alors voyons le programme. Alors, en fait ce programme rajoute, en plus de ce qu'on avait vu, un font, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette fois-ci, on va essayer d'afficher du texte. Alors pour afficher du texte, on est obligé, puisque cette fois-ci on n'est plus en mode console, mais on est en mode graphique. Donc en fait, pour afficher du texte, on doit savoir comment l'afficher sous forme de multitude de pixels, et tout ça est associé à une fonte. Alors ici c'est arial.ttf. Alors ce arial.ttf, il est là, il est directement dans le projet, il est là-dedans. Voilà, il est ici. Alors, donc on vient créer un texte. Ce texte, on associe ce texte à son font, à sa fonte, donc c'est de type Arial. Ensuite, on définit la taille du texte, et puis ensuite sa position et sa couleur. Voilà, à partir de là, ensuite, on va gérer soit le mousse press, soit, alors c'est un autre type d'événement, cette fois-ci, c'est le text enter. Alors cette fois-ci, c'est plus SFKA, mais dans ce type d'événement. Alors, la différence avec le key, c'est que on ne peut pas accéder à contrôle, à entrer à tous les codes du clavier. On est directement sur un événement qui a déjà pris le code, le scan code du clavier, et l'a remplacé sous sa forme ASCII. On n'est plus obligé de regarder avec le key code et de mettre un SF key code A, mais directement le code ASCII. On aurait pu utiliser keycode, évidemment. Voilà, alors je suis sur le quatrième exemple, voyons ce que ça donne. Voilà, donc si on utilise la souris, on a un son qui est lancé, et avec le clavier, on fait bouger l'image. Alors comment est fait ce programme? Alors on ne va pas tout définir, mais juste quelques éléments. On retrouve la création du font, on retrouve par contre la création d'une texture, qui vient prendre l'image, on crée un sprite, et ensuite on vient associer à ce sprite la texture, c'est-à-dire on vient rajouter une image sur la texture. Donc là c'est vraiment du classique pour la gestion des cartes graphiques. Ensuite on vient créer le texte. Alors ensuite on va venir ouvrir le fichier son, qui est un son de clic, et à partir de là on va pouvoir lancer ce son en boucle, créer un timer. Quand on va utiliser la souris, on va modifier grâce à sprintf le texte de tab-text qui va être directement affiché. Donc on va avoir un clic qui va s'incrémenter, donc clic 0, clic 1, clic 2, clic 3. Et surtout, on va lancer la musique à chaque clic et l'arrêter au bout de 1 seconde. Voilà, donc on retrouve un son qui est, à chaque fois qu'on clique, qui va durer 1 seconde. Voilà pour cet exemple. Voilà, pour l'instant terminé avec la bibliothèque CSFML. On va juste faire un rapprochement entre les deux bibliothèques, puisqu'on avait vu qu'il y avait aussi la SDL2 qui permettait de faire le même type de programmation. On est parti sur la partie CSFML, tout simplement parce qu'elle me semblait plus simple à utiliser, mais la partie SDL2 ressemble quand même étrangement, puisqu'on retrouve les mêmes mécanismes. Le mécanisme de récupération des événements, on peut voir que dans les deux cas, c'est une boucle qui attend l'événement courant et qui le traite, on va dire, avec finalement de grosses parties qui sont quasiment identiques. Alors un petit exemple utilisant la SDL2, donc je suis là sur CodeBlock. J'ai un programme qui vient finalement afficher un rectangle en modifiant sa position. C'est un peu le même principe que le premier programme qui utilisait un rond, sauf que cette fois-ci c'est un rectangle. Donc, si je le lance, je peux voir que ce carré, c'est une fenêtre qui utilise SDL2 et qui vient travailler sur la gestion des événements, qui vient récupérer la position de l'événement et qui vient afficher avec le gros rectangle notre carré. On pourrait le modifier aussi, la couleur. Alors la couleur se fait
cette fois-ci en RGB, donc c'est différent, mais si je mets ici 0xFF, je relance, je vois que c'est du jaune cette fois-ci, donc on peut jouer sur la couleur, on peut jouer sur la taille. Voilà pour notre programme. Voilà, donc on a terminé pour l'instant avec les bibliothèques graphiques. Alors on a vu que ces bibliothèques, il y en avait deux, SDL2 et CSML, et que dans les deux cas, les noms des fonctions avaient un sens particulier. Alors on utilisait soit la majuscule pour placer plusieurs mots dans une fonction, soit l'underscore. Et dans tous les cas, on essaye d'avoir des fonctions les plus claires possibles pour pouvoir les utiliser le plus simplement possible. Revenons sur les fonctions de caractère. Premier programme qu'on avait déjà vu, c'est une lecture de caractère, et si c'est un chiffre, ça affiche un chiffre, et si c'est une lettre minuscule, ça la remplace en lettre majuscule, et on affiche le résultat. Alors, on pourrait découper ce programme en trois fonctions. La fonction de test isDigit, on aurait aussi pu écrire is_digit. Cette fonction prend un caractère et renvoie vrai ou faux. La fonction toWrapper, qui prend le caractère et renvoie le caractère, cette fois-ci en majuscule, et la fonction isLower, qui permet de tester si ce caractère est en minuscule. Alors ça donne quoi si on utilise ces fonctions dans le programme main? On va remplacer, donc on va intégrer chaque fonction avec isDigit, est-ce que c'est un chiffre, isLower et toWrapper. Alors, il existe une bibliothèque ctype.h dans laquelle on a un certain nombre de fonctions qui gèrent les caractères. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'on peut utiliser ces fonctions, donc au lieu de les écrire, on va directement les utiliser. Alors là, il n'y a pas de majuscule pour le isDigit, pour voir la différence avec les fonctions qu'on avait écrites. On va avoir le même résultat. Alors pour terminer ce cours, nous allons utiliser maintenant les fonctions sur des nombres. Alors nous allons prendre un exemple de masquage de bits, mettre des bits à 1, des bits à 0 sur un octet, et passer de valeurs binaires à l'affichage en décimale, et vice-versa. Alors avant de commencer le travail sur les fonctions, reprenons quelques éléments qu'on avait vus dans le cours numéro 7. Prenons un premier exemple. Qu'est-ce qui se passe quand on fait n et 8? Le 8 correspond au troisième bit. Le fait de faire n et 8 va mettre tous les bits à 0, à l'exception du bit y qui va rester tel qu'il était, puisque y et 1 égale à y. Qu'est-ce qui se passe si on fait un n ou 8? C'est assez simple, on sait que 0 ou quelque chose, ça fait ce quelque chose, donc 0 ou x, ça fait x, et donc on n'aura que le symbole y, le bit y, qui est de puissance 3, qui va être forcé à 1, puisque 1 ou quelque chose, ça fait ce 1. Donc pour le ou, c'est le 1 qui est prioritaire, alors que pour le et, c'est le 0 qui est prioritaire. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si on fait un n et l'inverse de 8? En fait, l'inverse de 8, c'est que des 1, sauf le bit de poids de puissance 3 qui est à 0. Et donc, on sait que 1 et quelque chose, c'est ce quelque chose, donc 1 et x, ça fait x, alors que 0 et y, ça fera 0, donc on vient de forcer à 0 le bit de poids 3. Donc si on résume, un ou de 1 décalé de 3, donc qui correspond à 8, viendra forcer le bit 3 à 1, alors qu'un et de la valeur de 1 décalé de 3, c'est-à-dire du troisième bit, mais inversé, permettra de mettre à 0 ce bit de poids 3. Alors voici un exemple simple de mise à 1 et de mise à 0 de bits dans des fonctions, donc avec 7 bits et clear bit. On va tester la fonction. Alors au lieu de faire des affichages, on va directement utiliser le debugger. Donc on est avec le point d'arrêt ici, on a n qui est égal à 7f, qui correspond bien à 127. On fait un 7 bits de n,7, c'est-à-dire on met le 7e bit à 1, la valeur est bien ff, ça marche. Continue, on va mettre le bit 0 à 0, donc on a maintenant la valeur fe en hexadécimal, et puis fc, donc on est bon pour ce premier programme. Alors modifions le programme pour que cette fois-ci, on a écrit la fonction viewBit, et viewBit c'est pour visualiser les valeurs mais sous forme binaire. Alors on va donc afficher d'abord la valeur, l'afficher sous forme binaire, puis sauter à la ligne, recommencer avec 7 bits, donc on a juste les valeurs qui sont modifiées avec des bits mis à 1 ou mis à 0, et l'affichage qui permet d'afficher sous forme décimale. On n'a pas mis hexadécimal, on pourrait, je vais mettre directement %x, on va mettre ici %x. Alors voyons ce que ça donne. Alors j'ai oublié de mettre un espace, ici, ici et ici. Voilà, donc on retrouve la première valeur 127 qui correspond à 7f, voilà sa valeur binaire, 255, puis 254, puis 252. Alors comment visualiser, c'est à vous de l'écrire.
Alors dans cette fonction, il va falloir faire une boucle for, et puis masquer bit après bit, donc le bit de poids 7, puis 6, 5, et si ce bit est à 1, on affichera 1, sinon on affichera 0. Alors voici les prototypes des deux fonctions que vous pouvez utiliser. Alors isBit permet de renvoyer 0 ou 1 en fonction de l'état du numéro de bit, hein. Donc si le numéro de bit est à 1, il renvoie 1, s'il est à 0, il renvoie 0. ViewBit va pouvoir, dans la boucle for, utiliser isBit pour afficher soit des 0 et des 1 pour chacun des bits de la valeur n. Alors terminons avec le mot-clé statique. Donc le mot-clé statique est intéressant lorsqu'on a des variables qui ne doivent pas disparaître lorsqu'on sort de la fonction. Par exemple, ça peut être un compteur, le nombre d'appels de la fonction. Dans ce cas-là, si on ne met pas le mot-clé statique, la variable apparaît, est incrémentée, et donc on va avoir un affichage de 1 tout le temps au niveau du premier de ce programme-là. Si on met le mot-clé statique, ce mot-clé statique va créer une variable, cette variable va rester en mémoire, même lorsqu'on sort de la fonction. Et lorsqu'on reviendra dans la fonction, cette variable sera incrémentée. Donc on va avoir d'abord 0, puis 1, puis 2, puis 3. Et donc l'affichage va permettre de compter le nombre d'appels de la fonction test statique. Si on prend par exemple la fonction somme, ce sera le même principe, c'est-à-dire que si l'on veut garder la variable, on veut faire une somme, mais avec une variable qui reste dans la fonction. Donc cette valeur au démarrage, de toute façon, qu'elle soit initialisée à 0 ou pas, elle sera égale à 0. Et donc le fait de faire valeur plus égale n, ça veut dire valeur égale valeur plus n, et qu'on renvoie la valeur, cette valeur va rester, et donc quand on va faire n égale somme de 2, on aura 2, et quand on fera somme de 4, on aura déjà la valeur qui sera égale à 2, donc on aura la valeur 6.